Bonjour tout le monde, ici Audrey et Catherine, les co-animatrices de Un peu de crime dans ton café! Et on a des grosses nouvelles à vous annoncer. Tenez-vous bien, j'espère que votre café est bien seté sur votre bureau. Attention, faites pas le saut. On va faire partie de la programmation du Festipod 2021! Yay! Et oui, le Festipod qui va avoir lieu du 2 au 3 octobre prochain au pub L'Adversaire dans Hochelaga Maisonneuve. Alors Catherine et moi, nous allons enregistrer un épisode live sur place. Ça va être à 17h le dimanche 3 octobre. Les billets sont en vente au www.festipod.com et tous les détails sont disponibles sur la page Facebook du Festipod. Et on va aussi vous tenir au courant et sachez que ça va être un épisode exclusif qu'on va enregistrer sur place. Naturellement, ça vous prend vos 2 doses pour y assister. Et sinon, nous, on a super hâte de vous rencontrer, alors venez en grand nombre, ça va être super le fun. Et sachez que si vous achetez un billet pour notre présentation, vous avez accès à tous les podcasts qui vont être enregistrés le dimanche après-midi. Donc à partir de 13h, vous pouvez rester là toute la journée. Vous pouvez venir juste pour nous aussi, parce qu'on sait que on est vos préférés, puis c'est correct, ça reste entre nous autres. Pas besoin de dire à personne. C'est correct. C'est comme nous avec Éric Bruno. Effectivement. Alors, rendez-vous au festipod.com et sinon, votre épisode de Un peu de crime dans ton café de cette semaine avec du crime et du café, ça commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu de crime dans ton café. Je suis votre animatrice Catherine et je suis avec Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Ah, ça va pas trop pire malgré les 2000 millions de degrés. Et toi, comment ça va? Ça va bien même si la planète se réchauffe et qu'on va tous mourir bientôt. Ah! Yeah! En attendant, on peut rire avec nous. Et aujourd'hui, nous avons aussi un autre public qui s'est joint à nous. Mégane. Bonjour Mégane, comment ça va? Allô! Yeah! Je suis un public! ça Public va en bien. délire! Il fait chaud! Alors... Cue les sons d'applaudissements Yes, pis les sir. rires en Oh, canne. les rires en canne! Oh non, j'aime pas ça. Radio Enfer, il n'y avait pas besoin de ça. Ben non, nous Non, autres, on n'est c'est pas enregistrés devant le public, contrairement à Jean-Loup le hot dog Duval. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de crime, avec un cas qui est léger et amusant, n'est-ce pas, Audrey? Oui, pour se reposer un petit peu du FLQ, je vous propose une histoire de tweet qui a essayé de s'allier avec des tweets pour faire des choses vraiment tweet et ça finit d'une manière vraiment tweet. Ben c'est bon, ça, parce que c'est vrai que le FLQ, c'est downer puis plate à mort, comme dirait François Pérusse. Nous, on fabrique des tweets. C'était pas plate à mort. De plus Retire en plus tes en paroles. plus de tweets. Mais avant ça, nous avons un café à vous présenter. Puis là, pour faire différent, aujourd'hui, je vous présente un café du Roasters Pack, mais un café décaféiné. Ouh là là! Alors, on le rappelle, le Roasters Pack est un de nos partenaires d'affaires qui nous fournit en café. Le Roasters Pack est un service d'abonnement de café qui fait la livraison à votre domicile de 3 échantillons de café par mois. Ce sont des petits échantillons, mais qui font quand même, mettons, 5-6 tasses par sac. Et vous pouvez choisir, le service est personnalisable, donc vous pouvez choisir sur le site du Roasters Pack si vous voulez du café régulier, torréfaction brune, torréfaction foncée, si vous le voulez qui est déjà moulu, ou si vous voulez le moudre vous-même, vous pouvez choisir ça aussi. Et vous pouvez aussi choisir du décaféiné pour les petits cœurs stressés comme moi. Et là, moi, dans mon Roasters Pack décaféiné, j'ai reçu un café qui vient du torréfacteur Prairie Lily Coffee, qui vient d'une ville qui porte le charmant nom de Lloydminster en Saskatchewan. On dirait plus chez quelqu'un, mais ok. Ouais, c'est Lloydminster en un mot. Hey! En tout cas, ça vient de là. C'est un café qui provient du Brésil et qui est en fait une mouture de café qui provient de 4 endroits différents, le Brésil, l'Amérique latine en général, je sais pas ce que ça veut dire, l'Afrique en général et l'Indonésie. Fait que des places spécifiques, mais aussi des places générales. Tous les cafés sont mélangés ensemble par le Prairie Lily Coffee et il y a des notes de mixed nuts, donc de noix mélangées,
de chocolat noir et de caramel. Oh. C'est le Prairie Lily Decaf que je vous recommande aujourd'hui. Ça va goûter le Mr. Big. Oh! Exactement, ça goûte pareil comme une barre de chocolat Mr. Big, mais moi, je bois mon café avec du lait, comme je l'ai déjà dit, puis c'est un café qui est juste assez sucré et juste assez velouté pour être apprécié avec du lait chaud. Ça rehausse vraiment les saveurs, surtout de caramel et de chocolat noir. Alors, c'est le café que je vous recommande cette semaine. Merci beaucoup au Roasters Pack pour votre soutien. Alors, maintenant, Audrey, place au tweet! Yes, sir! Yes! Alors, mon cas dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'histoire de Robert Flaïf, que j'ai intitulé « Le juge jugé L'arroseur arrosé. ». T'as tout compris, Je parle la partner? bouche pleine, là, je suis vraiment désolée. C'est encore l'heure du lunch. C'est encore l'heure du lunch ici, chers auditeurs. Alors, mes sources pour aujourd'hui, puisque c'est toujours important de révéler nos sources. Bien entendu, Les Grands Procès par Daniel Proulx, notre héros ici à Un peu de Notre crime. héros national. Oup, oup. Yes, sir. Un article sur le Wikipédia consacré à la mafia, donc Mafia Wiki. Oh non, pas Mafia Wiki, oui. Mafia Wiki! Le site Histoire du Québec et une méchante ribambelle d'articles du Devoir, de la Tribune et de la presse, et particulièrement des articles de Yves Boisvert qui avait couvert l'affaire à l'époque. Très nice. Très nice. Alors, je vous avertis, s'il y a des fans comme moi, des frères Cohen, dans l'assistance, vous allez être plus que satisfait ou satisfaite. Puis de toute façon, moi, les cas qui ressemblent à des films des frères Cohen, ça m'attire comme une mouche vers du sucré. Vers de la lumière. De la C'est lumière. comme un papillon de nuit dans la lumière. Ah! Alors, Sur toi et moi, sur le patio. Ok, je chante la toune de la lampe à mouche de François Pérusse. Oui. mesdames, si vous êtes prêtes, je vais mettre un petit peu de crème dans votre café. Let's go! Fait que là, je vais vous demander de vous transporter en octobre 1992 dans un bar de l'aéroport de Dorval. J'avais 1 mois. Oh! T'étais bien trop jeune pour aller au bar de l'aéroport de J'étais Dorval. un bébé. Non, mais c'est ça, je peux pas rentrer dans le bar. Ouais. Alors, un revendeur de drogue originaire de Jacksonville, en Floride, John Burns, a rendez-vous avec Paul Larue, un Sherbrookeois de 40 ans et trafiquant de cocaïne qui brasse des grosses affaires à Montréal. Les deux hommes discutent d'une transaction d'envergure. Larue souhaite acheter à Burns 5000 kilos de cocaïne pour la coquette somme de 12 000 $ du kilo. Oh! C'est des gros boy! chiffres, mesdames et messieurs. Oh, Oh ben boy! oui! Mais là, pour montrer qu'il est sérieux et qu'il a le financement nécessaire, tu sais, Il faut. ça te prend une légère garantie, Il faut. tu sais. Larue, il est accompagné de William McAllister, lui-même, un membre très haut placé du West End Oh Gang, non! la mafia irlandaise de Montréal. Pas le West End Gang. Exactement. Pendant leur rencontre, McAllister propose un plan à Burns. Il va employer les services d'un camionneur pour récupérer la drogue à Jacksonville, qui va être elle-même placée dans des caisses de bois, comme des pommes. Oh! Une fois arrivée en sol montréalais, la drogue va être revendue par les motards. Puis là, mon chum, pas de stress pour ce qui est des douanes, puisque les Ouais. agents frontaliers, ben ils sont à la solde du West End Gang. Ben voyons donc! Ils acceptent des Oh. petits pots de vin de la part du West End Gang, tu sais, comme des paniers là, avec des bouteilles de vin, du chocolat, des craquelins. Oh! Des edible baskets. Exactement. Avec des brochettes de C'est fruits. ça, j'allais dire. Des cantaloupes coupés en forme Ils d'étoile. sont gâtés, nos douaniers. Ah. Alors, la rencontre, elle porte ses fruits. De novembre 1992 à mars 1993, Larue et Burns vont rester en contact et une première partie de la marchandise est livrée à un associé de Larue dans une chambre d'hôtel de Jacksonville. Une livraison pour laquelle Larue va débourser 600 000 $ canadiens Wow! upfront. La transaction s'étant bien déroulée, Burns va proposer à Larue de venir le rejoindre à Burlington, dans le Vermont, pour finaliser le Faire tout. du shopping. Yes, sir. C'est cute, Burlington. Mhm. Mais le 21 mars 1993, à peine arrivé à Burlington, même pas le temps de flâner dans les outlets, de saluer Bernie Sanders ou de déguster une bonne crème en glace de chez Ben Oh. Jerry's,
Larue est arrêté par des agents de la US Drug Enforcement Agency. Et parmi eux, John Burns. Oh! Wow! Oh! Oh mon Dieu, le traître! C'est ça, Oh! what a twist, ça, de même en partant, là. Ben, c'est ça. John Burns, le maintenant ex-ami de Paul Larue, qui devait vraiment se sentir trahi et con de lui avoir acheté un friendship bracelet. Ben là, oui. Ça me fait de la Celui peine. avec Best et Friend. Puis là, il s'imbrique. Oh. Oui. En effet, John Burns, c'était un agent undercover de la Non. DEA qui travaillait en partenariat avec la GRC dans une importante opération qui visait à débusquer un réseau de trafiquants de drogue montréalais qui s'approvisionnait aux États-Unis. Peux-tu? Je tiens à dire que moi aussi, si j'étais agent undercover, j'aurais un nom vraiment Ben oui. Comme John Burns. comme John Burns. John Burns, ouais, non. T'en profites, là. Janet Fire. Alors, notre Paul Larue va être transporté à Jacksonville pour être jugé. Et il risque la prison à vie sans possibilité de remise en liberté. Pour amoindrir sa sentence à 14 ans, Larue va décider de parler et de livrer ses collaborateurs. Dans la confession qu'il livre aux autorités américaines, en plus d'autres trafiquants de drogue, il révèle avoir retenu les services de 2 avocats afin de blanchir pas moins de 2 millions de dollars, moyennant une commission de 10 %. Le premier était Gérald Lavoie, un avocat civiliste lavallois. L'autre avocat était le Montréalais Robert Flaïf. Un nom qui disait pas grand-chose aux autorités américaines, mais qui a sonné toute une cloche auprès de la GRC. Oh. Robert Flyer. Robert Flaïf. Ok. J'avais mal entendu, j'étais comme, oui, il est flyé, lui. C'est Robert Flyer. Il met des t-shirts en tie-dye, puis Ah, des oui. harem pants. Sa toge en taille-d'ail. Il porte des Il y a vestes un à boa franges. à place de la cravate. Ah. En effet, quelques jours plus tôt, soit le 3 mars 1993, lors de sa dernière journée au pouvoir, le maintenant ex-premier ministre conservateur Brian Mulroney Non. avait nommé Robert Flaïf comme juge à la Cour supérieure du Québec. Wow, gasp. Pas Brian Mulroney. Très Oui. gasp. Dieu. Qui n'était pas un tout croche lui-même, voyons donc. Ben, pas pantoute. Non, 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 non. Il avait pas du tout la gueule d'un politicien. Mais Pas ah, son- ça, Airbus, qu'est-ce que c'est ça? Airbus, je sais même pas c'est quoi ça. J'ai jamais entendu parler de ça. À titre d'avocat criminaliste, Robert Flaïf avait mené une carrière jusque-là assez discrète. Il était cependant issu d'une longue famille de monde pas pire important. Son grand-père maternel, Albert Sévigny, avait été ministre fédéral dans le cabinet du 8e premier ministre du Canada, le conservateur Robert Borden, et avait siégé à la Cour supérieure du Québec à titre de juge en chef. Mon doux, j'avoue, c'est pas rien, ça. Son oncle, Pierre Sévigny, avait aussi été ministre dans le cabinet du conservateur John Diefenbaker, Pas John Diefenbaker! Ah non. le 13e premier ministre du Canada, et finalement, le papa de Robert Flaïf, Terry Flaïf, était un homme d'affaires et grand chum de Maurice Duplessis, encore un conservateur, 16e premier ministre du Québec et all-around personne pas particulièrement sympathique. Sauf si tu demandes à Darcy Jenish. Puis là, si vous mettez tout ce beau monde-là ensemble, ça donne un party auquel ça me dérange vraiment pas d'être pas être Oh, invité. ça tombe mal ce soir-là, faut que je fasse mon TV hebdo. C'est le soir, faut que je me lave les Important. cheveux. Oui. Puis anyway, de quoi ça a l'air un party de conservateur, là? Tu manges des Ritz avec du ketchup aux fruits. Puis tu bois du Perrier. Je mange sûrement des petites saucisses à la Oh. sauce VH, moi, je pense. À moins qu'il n'y ait pas autant de fun que Moi, ça, je pense tu sais. pas qu'ils ont du Mais fun c'est à ça, ce mais c'est point-là, bon, là. les saucisses dans sauce VH. C'est ça, c'est peut-être plus pour les caucus du Parti québécois en 1980, là. En 1975, là. Moi, je trouve que ça sonne vraiment comme une conspiration, là. Je veux dire, come on. Tout le monde se Ouais, connaît, là. Mais je tiens à dire aussi que quand je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que je connaissais plus les présidents américains que les premiers ministres canadiens. J'étais comme, t'es qui, toi? Ouais, je pensais à ça aujourd'hui, justement. J'étais comme, c'est vraiment poche que je connaisse même pas les premiers ministres de mon propre pays, mais je connais comme toute la liste des présidents américains depuis comme John F. Kennedy.
C'est pour ça qu'il faut des vraies réformes au ministère de Voilà. l'Éducation. C'est ça, la maudite Ok. loi 101, ça n'a rien servi à rien. Non, c'est ça. Tout ce qu'on a appris, c'est les castors et les maisons longues. C'est vraiment le fun à dire John Diefenbaker. Diefenbaker? C'est lui qui a fait un bunker pendant la guerre froide. Oui. Il est cool, John C'est lui. Diefenbaker. Nice. Alors, dans la confession de Paul Larue, on apprend qu'il a fait la connaissance de Robert Flaïf en 1988, quand il avait retenu ses services pour défendre 2 membres de son organisation, moyennant des honoraires de près de 65 000 $. De fil en aiguille, Larue va se confier à Flaïf et se plaint qu'il est dans la mire du fisc, qui le soupçonne déjà à l'époque d'être un important trafiquant de drogue et qu'il doit près de 3 millions de dollars à Revenu Canada. Au moins, ça va bien, là. Ça Non, va, c'est ça. Je pense qu'il avait mis Vincent Lacroix en charge de ses finances. Un petit peu parano, il soupçonne également son comptable de tripoter un petit peu avec ses comptes. C'est à moi, cet argent sale-là. Je pensais que t'allais dire qu'il était accusé d'agression, mais non, c'est juste avec ses comptes. Non, je sais que c'est con. C'est donc Flaïf lui-même qui aurait offert ses services ainsi que ceux de Gérald Lavoie afin de blanchir de l'argent pour Paul Larue. Ben, voyons donc. Tu dois 3 millions au On fisc. va t'arranger ça. Fait que je vais t'aider à le blanchir pour que tu puisses leur remettre. Ben, voyons donc. Oh, c'est épouvantable. Yes! Et là, toujours selon le témoignage de Larue, c'est près de 1,7 million de dollars en argent liquide que Flaïf et Lavoie auraient utilisé pour effectuer des traites bancaires dans des banques montréalaises. Traites qui étaient ensuite échangées dans une banque en Suisse au nom d'une société prête-nom de Larue. Oh my god. Hein? Alors l'argent était redéposé à Larue via son compte en Suisse. Ni vu, ni connu. Et là, je me suis fait une petite section spéciale dans mon texte. C'est quoi des traites bancaires? Ouais, c'est quoi une traite bancaire, madame? Alors, les traites bancaires sont souvent utilisées pour faire des gros paiements, par exemple, lors d'un règlement judiciaire ou lors de l'achat d'une propriété ou d'un véhicule. Contrairement à un chèque personnel, la traite bancaire, elle est backée par une institution financière. C'est Ah donc oui, un c'est vrai. chèque qui est garanti, qui ne va pas bouncer, comme qu'on dit couramment. Rebondir. La traite bancaire est par ailleurs un moyen privilégié par les criminels pour blanchir de l'argent. J'ai trouvé un article de 2019 de l'Agence canadienne luttant contre le blanchiment d'argent et qui émettait un avertissement aux casinos canadiens de ne plus accepter de traite bancaire parce que c'était pas mal toujours de l'argent sale Non! qu'on allait échanger dans les casinos, puis là on jouait, puis là on reprenait du vrai argent du casino et on en donnait du sale au casino. Mais je comprends pas. Mais ils faisaient des fausses traites bancaires, c'est ça? Non, c'est que ton argent, il est sale, Ouais. fait que tu peux pas le déposer. Ouais. Fait que là, moi, je fais juste apporter de l'argent liquide, Ouais. puis je le donne à la banque, puis la banque, eux, en échange, ils me donnent un chèque, puis là, ils allaient le déposer en Suisse. Ah! Mais c'est bête ouais comme principe. Pourquoi ça existe, ça? Mais en fait, après, j'avais une section qui explique pourquoi ils Ok, font parfait, ça. c'est super, j'ai hâte d'entendre ça. Mais ça me semble ça a l'air d'être un système qui pourrait facilement être utilisé par des criminels, justement. Oui, ben c'est un problème en fait. Parce que le blanchiment d'argent, c'est, et là je vous donne la définition sur le site du gouvernement canadien, Tu le mets dans la laveuse avec du bleach. frotte, frotte. Parce que le casino de Montréal, c'est un Ouais. buanderie à argent. Oui, c'est ça. Mets ton argent sale, puis tu vas avoir ton argent propre. Alors, le blanchiment d'argent, c'est un processus qui consiste à dissimuler la source de l'argent ou autres biens tirés d'activités criminelles. Hmm. Alors, il y a plusieurs techniques qui excluent tout l'emploi d'eau de javel et de Tide to Go, Oui. qui peuvent être employés pour blanchir de l'argent. Et dans le cas du juge Flaïf, la technique qu'on avait employée, c'est celle du placement qui consiste à introduire l'argent obtenu via des activités criminelles directement dans le système financier. Alors, l'argent obtenu grâce à la vente de stupéfiants, elle est déposée à la banque et elle est retirée pour servir à nouveau à acheter de la drogue. OK. Ok. Alors, on donne l'argent à la banque, pose-moi pas de C'est une questions, roue qui tourne. puis après, on va dans une autre banque pour retirer Ouais. cet argent-là. Ok. Pose-moi toujours pas de questions. Et, et c'est ça qui est comme qui rend le crime organisé assez complexe parce qu'il participe à l'économie du pays. C'est parce que quand
Quand tu mets ton argent à la banque, ça participe à justement tous les prêts qui sont donnés par les banques. Et On a besoin d'eux autres. Fait que si Stéphane Pouliot devait, comme, une fois pour toutes, éradiquer le crime organisé, ben l'économie s'effondrerait. Littéralement. Non! Oh, On veut pas wow. ça! Pour qui il va travailler, Nick Romano, s'il peut plus être sur le payroll des Italiens? Surtout l'économie de des petits pays, aussi souvent. Le West End Gang devrait s'enregistrer à la bourse. Ouais! Oh, ça, c'est toute une idée! Pour des actions. C'est toutes des actions. C'est de la mafia irlandaise versus la mafia Ah, italienne. j'aimerais vraiment ça! Puis là, je m'excuse s'il y a des auditoristes qui auraient encore des questions sur le blanchiment d'argent, etc. Je n'ai Ouais. pas étudié en finance, alors c'est le maximum que je peux vous dire. Après ça, je vais juste dire des niaiseries. Il y a aussi beaucoup de façons de blanchir de l'argent, par exemple en achetant que ce soit de la propriété ou des véhicules, surtout. Là. Fait que si t'achètes des autos de luxe, tu parques ça dans un garage, puis ça garde ton argent comme en suspens en attendant de comme les revendre, puis là, ton argent est propre. Là. C'est une autre manière de le faire qu'on voit souvent. Ou les magasins un petit peu étranges là, sur le boulevard Maisonneuve, proche du musée des Beaux-Arts, là, qui vendent juste comme des serviettes puis des couvertures, là, mais que tu doutes que le loyer doit avoir aucun bon sens. Ouais. C'est très probablement de l'argent sale qui a acheté ça pour avoir un front legit. Non, j'ai une entreprise. Puis les œuvres d'art aussi. Oui. Les œuvres Acheter d'art. Ouais, des c'est œuvres ça. d'art Fait que aussi, c'est une bonne façon. tous les objets de valeur, là, ça peut servir à s'en passer directement à la banque. Ah ah. Là, Paul Larue, il a fait ces révélations-là. Oui, c'est vrai. Paul LaRue. Paul Larue, il a fait ses révélations à la police américaine et le SPCUM, le concurrent du SPGM, c'est comme la police. Le Specum. Le SPCUM. Il va d'abord prendre la décision de ne pas faire d'enquête, en assumant qu'il est fort possible que Larue cherchait seulement à se venger de son ancien avocat, Robert Flaïf. Et même pour assurer le tout nouveau juge qu'il peut dormir sur ses deux oreilles avec son petit toutou, Jacques Duchesneau, qui est alors le numéro 2 du SPCUM, va se rendre personnellement au bureau de Robert Flaïf pour l'informer de la décision du SPCUM de ne pas faire enquête suite aux allégations faites par Larue à son endroit. En plus, Larue avait mis la police montréalaise sur la piste de pas mal plus gros poissons du monde interlope, alors on décide de laisser le gentil juge Flaïf en paix pendant que Larue devient officiellement informeur pour la police et est amené à témoigner dans divers procès en lien avec le trafic de drogue. Fait que c'est correct, Robert, on va fermer les yeux sur tes petites niaiseries du passé. Ah, je comprends rien de cette chaîne de décision-là, mais c'est correct, ça va peut-être Ouais, s'éclaircir non, plus c'est ça. tard. Oh, ça sent... Depuis tantôt, Catherine et moi, on s'en regarde en se faisant des rides dans le front. Comme là. quoi? C'est comme- Ah oui, il a fait des activités Hein? illégales, mais c'est pas grave, ça nous dérange pas. C'est C'est pas pas si... Non, c'est ça. On va même pas vérifier s'il y aurait la possibilité de l'ombre d'un doute de... Non, Ah, non. personne Ah, est pas mort. besoin de Pas ça. grave, personne est mort. C'est juste parce que t'es freux contre ton ex-ami. Parce qu'il a pas pris ton bracelet D'amitié. d'amitié. Robert Flaïf aussi, il a dit non, ton bracelet Oh, d'amitié, tu peux te le rentrer là où je le pense. C'est ça. Je veux pas être ton ami. Ah! Par contre, Il a cassé. la chance de Robert Flaïf, elle va tourner. Quand, en 1994, la déclaration que Larue avait faite aux autorités américaines va être admise en cours dans un procès où Larue témoigne à titre de témoin principal. Non! Yes. Le document qui avait d'abord été frappé d'une ordonnance de non-publication va se retrouver dans les mains de la GRC et elle décide d'ouvrir une enquête, mais elle va décider de garder l'affaire on the DL, on the down low. Oh! On va enquêter, mais discrètement. Ouais. C'est le criminaliste Bruno Pateras qui va devoir examiner la preuve obtenue par la GRC et prendre la décision de porter ou non des accusations contre le juge Robert Flaïf. Et puis là, si je suis assise avec vous aujourd'hui pour vous conter une histoire de crime, je vais vous laisser deviner que, contrairement au SPCUM, Pateras, lui, il a décidé que oui, il a affaire à porter des accusations contre le flambant neuf juge de la Cour suprême du Québec. Alors, Scandale! let's go to court! C'est Yes! ça. Des sauce, le flyer. Embarqué dans le party bus, on s'en va encore! Yes, sir! Le Vengobos vient Ah! d'arriver. Repasse ta petite cravate et ta grande toge, on s'en va en cours! Yes! C'est à la fin du mois d'août 1997 que Flaïf est officiellement accusé d'avoir blanchi 1 675 000 $ pour Paul Larue pendant qu'il était avocat. Aussitôt, l'avocat de la défense, Claude Giroir,
s'emploie à faire discréditer le témoignage de Paul Larue. Le choix de Giroir pour défendre Flaïf est par ailleurs un choix qui nous surprend, parce que Giroir était un avocat criminaliste qui était connu pour avoir défendu de nombreuses personnes associées au crime organisé, par exemple des membres du West End Gang qui refont encore surface. Fait qu'il y avait rien de surprenant là-dedans, finalement. Ouais, finalement non. Ah, ok, finalement non. À part le fait qu'il voulait jamais checker, comme la police voulait jamais enquêter. Ça, c'est surprenant. Je veux pas avoir l'air ça, c'est fait que je vais engager un avocat qui se spécialise là-dedans. Alors, Monsieur Giroir, Maître Giroir, pardon, va affirmer que la seule preuve dont la couronne dispose concernant l'origine des fonds déposés par Flaïf provient de Paul Larue, un criminel cherchant à bénéficier d'une sentence d'emprisonnement écourtée en échange de son témoignage contre Robert Flaïf. Ainsi, la stratégie de Giroir consiste à plaider l'ignorance de son client quant à l'origine des fonds qu'il avait déposés à la banque pour son client. Hein? Mais là, moi, Catherine, Ouais. je t'aime vraiment beaucoup, là. Ouais. Mais si un jour tu m'arrives avec un duffel bag rempli de billets bruns, Quoi? en me demandant d'aller le déposer à la banque, pour toi, Oui. même si c'est sur mon chemin, je risque de te poser une couple de questions. Tu me fais pas confiance. Si je te dis que je les ai trouvés dans un égout. D'où ça vient, ça, Genre, Catherine? il est bien beau ton duffel bag, où c'est que tu l'as acheté, tu sais, ces questions-là. Ah, ben ces questions-là, je C'est serais prête à vraiment un répondre. beau duffel bag, tu sais. Il me semble que je ferais vraiment beaucoup d'affaires là-dedans. Ce serait pratique pour mon cours de yoga. Ah oui. Yoga show. Yoga show. Mais là, de son côté, l'honorable juge Boisvert, qui préside au procès, Ouais. reconnaît que même si Paul Larue est, et je cite, un témoin taré, dans le sens de parce qu'il a une tare, un biais, Ah! et non taré dans le sens de l'insulte française. Oui, ben c'est ça. Espèce Non, de mais il y a taré. une couple de semaines... c'est ça, il y a une couple de semaines, je vous avais parlé des 4 truands, là, puis il y avait un témoin que l'avocat de la défense, c'était comme lui, c'est un taré, on l'écoute pas. Ouais, c'est dans le sens qu'ils ont un biais, Ah, je pensais que c'est ça qui se passait encore. pas dans le sens qu'ils sont tweets. Ah, fiu, ok, parfait. Alors, de son côté, l'honorable juge Boisvert reconnaît que même si Paul Larue est, et je cite, un témoin taré, qui ne signifie pas qu'il est con, mais bien qu'il a un biais, plusieurs de ces affirmations ont toutefois été corroborées par des sources indépendantes. Alors, les avocats de la défense vont faire des pieds et des mains, des Oh. flips, et etc., pour faire freiner les procédures avant que ne s'ouvre le procès. Entre autres, ils font une demande pour que se tienne une commission rogatoire en Suisse pour que soit interrogé le courtier genevois de Larue, et ils vont déposer une requête exigeant que tombent les accusations portées contre Flaïf dont les droits auraient été violés par la GRC lorsque celle-ci a pactisé avec Larue. Ils vont même aller jusqu'à remettre en question l'indépendance des juges de la Cour du Québec, qui étaient alors en négociation avec le gouvernement. Si, ben, ils sont pas gênés. Ah non, il y avait du front tout autour de la tête, le maître Viroir. Ben, vraiment. On va même essayer de se rendre jusqu'en cours d'appel, mais il me semble que si le procès n'est pas ouvert, je sais pas pourquoi tu es en cours d'appel, mais en même temps, je ne suis pas avocate, je ne connais pas ça, alors je ne m'avance pas. Et là, finalement, au début du mois de décembre 1998, on rejette pour une dernière fois une requête jugée frivole et dilatoire, et le procès de Robert Flaïf va débuter. Nice. Puis là, on peut faire le bruit de Law and Order, là. Tong, Tong, tong. tong. Et là, il s'agit d'un procès d'envergure. Jamais au Canada, un juge aussi haut placé n'a été accusé d'un crime aussi grave. Puis, selon moi, tant mieux. Ben là, oui, effectivement. Je comprends pas. Est-ce que tu vas nous expliquer c'est quoi ses motivations? Pourquoi tu ferais ça? Oui, j'y arrive, Est-ce qu'il recevait une cote? J'arrive. Ok, ok. J'arrive, parce que je trouvais que c'était pas mal insensé comme crime. Oui, ça va tout se raconter en cours. Ah, bien sûr. Alors, il faut aussi noter qu'au moment où le procès débute, Flaïf avait été placé en janvier 1997 en congé maladie prolongé et ne siégeait alors plus à titre de juge à la Cour du Québec. En plus, depuis que la GRC avait ouvert son enquête en 1994, le juge en chef avait écarté Flaïf de toutes les affaires criminelles, l'assignant plutôt à des affaires familiales ou civiles. Ben oui, mais je comprends bien, c'est la moindre des choses. Pas que tu fasses un deal de même avec... Tu sais, tu feras pas un deal de même à la cour familiale. Ouais, don't make a deal with the devil. Là. Autre détail important... Autre détail important, selon de nombreux avocats de l'époque, la nomination de Flaïf à la Cour du Québec par le gouvernement Mulroney
avait été une décision assez controversée parce qu'à l'époque, Flaïf n'en était encore qu'à ses premiers balbutiements à titre de magistrat et Magicien de la loi. Puis, en plus, si vous vous rappelez la famille dont Flaïf était issu et que je vous ai décrite au début de l'épisode, il y a peut-être moyen de se dire népotisme much. Mais je veux dire, son père, il a clairement donné une bonne position. Non, il avait travaillé fort pour se rendre où ce qui était. On peut pas retenir ça contre quelqu'un, là, sinon on n'aurait pas de premier ministre fédéral présentement. Oh, Catherine s'en vient avec les gants de boxe. The shade! Parle pas trop fort, là. Moi, je suis dans le comté à Justin. Anti-no shade. Je me suis politisée depuis que j'ai lu le livre sur la FLQ, là. C'est ça qui est arrivé. Il est là, il est en avant de mon balcon, là. Il est pas content, il shake la tête de même. Il est comme, pourquoi tu m'aimes pas, Catherine? M'ont dit une photo de son blackface, là, qui va distancer. Il va prendre son trou. Il va aller signer ailleurs, oui, c'est ça. C'est le 7 décembre 1998 que débute le procès devant juge seul de Robert Flaïf pour blanchiment d'argent pour le compte du crime organisé. Malgré les efforts des avocats de la défense pour faire discréditer Paul Larue à titre de témoin, la preuve contre l'accusé ne reposait pas sur ce seul témoignage. En effet, la directrice d'une succursale d'une grande banque canadienne vient confirmer les affirmations de Paul Larue contre Robert Flaïf. Lors de l'enquête préliminaire, celle-ci avait expliqué comment, entre juin 1988 et février 1989, elle avait reçu 8 fois des visites de Robert Flaïf en dehors des heures d'ouverture de sa succursale. Les visites s'étaient déroulées après les heures d'ouverture parce que la succursale avait déjà été la cible de 26 hold-up au cours des dernières années. 26? Quoi? C'est quand même beaucoup, puis en plus, à l'époque, c'était fini les Richard Blas et Monica la mitraille. Mais non, il pensait que c'était fini, il y avait la paix maintenant, là, mais non. C'était juste un petit moment de répit. Ce n'est qu'un moment de répit, près le danger. Alors, la directrice voulait que son client se sente en confiance de se présenter avec un beau gros sac Adidas bourré de cash. Lors de sa première visite, Robert Flaïf avait transporté 300 000 $ américains en coupure de 100 $ dans un sac de sport afin de les échanger contre une traite bancaire. Celle-ci avait été effectuée au nom d'une compagnie du Panama, contrôlée par un client de Robert Flaïf, Paul Larue. Mon Dieu, ces deux-là, là. Hey, ils étaient de mèche! Ils lâchent pas, en tout cas. Ils étaient proches de même! BFF. Pour expliquer la provenance de l'argent, Flaïf raconte qu'il s'agit d'une compagnie qui liquide ses actifs en douce. La directrice de la banque était satisfaite par les explications du juge et ne lui avait pas posé plus de questions lors de ses visites suivantes. Mais c'est bien trop facile! C'est good enough for me, ton duffel bag plein de cash. Oh, c'est une compagnie qui a fait faillite, ok! C'est qui a mis ça sur pied, ce système de tapons-là? C'est bien trop simple! Mais en même temps, tout le monde traitait avec du cash dans ça, là. Il y avait pas des cartes de crédit magnétiques non plus. Ben, des années 90, il y en avait, ouais. Ça commençait un peu. Ça commençait, mais selon moi, il était peut-être moins prudent à l'époque. Mais les gens aussi, c'est ça, les gens étaient habitués d'avoir comme de l'argent comptant. Mais là, on est en quelle année? Sûrement. C'est dans ce temps-là que William Fife, il tuait du monde. On est dans les années 80. Ah, dans les années 80, je pensais qu'on était rendu en 90 quelque chose. 90, c'est pendant le procès, ça a pris quand même longtemps avant que ça sorte. C'est quand Paul Larue s'est fait arrêter. Quand Meghan avait un mois. Plusieurs années plus tard. Ok, c'est ça. Ouais. Ouais, quand j'avais un mois. J'essayais de replacer, là. Ouais, c'est ça. Quand est-ce que Meghan avait eu un mois? C'était un flash forward. J'étais pas encore née quand il y avait des sacs de cash Nous non plus, à la banque. Catherine. Alors, Maître Flaïf, il s'était également rendu dans 3 autres établissements bancaires pour y effectuer des transactions similaires. Au total, on estime qu'il aurait déposé près d'1 million de dollars américains et 400 000 dollars canadiens. Une fois l'argent déposé dans des banques montréalaises, Flaïf se chargeait personnellement de faire parvenir les traites bancaires à un courtier suisse qui gérait les comptes de Larue à l'étranger. Lorsque ce compte fait l'objet d'une perquisition par la GRC, il contenait beaucoup de bidous et des photocopies des passeports de Robert Flaïf et de Paul Larue. Ben oui, mais c'est super incriminant, ça! Voyons donc. Pas là, je suis pas à tout. C'est comme tu laisses littéralement une photo de toi en train de commettre le crime sur la scène du crime. Mais là, sacrez-moi ça en prison, là. Tout avec une lettre qui est écrite comme «
J'ai fait un crime, ta signature, la J'ai date. fait un crime, hashtag Mais crime j'en reviens life. même pas. Mais j'en reviens pas, je veux dire, même le banquier en Suisse, là, ils ont pas de conscience, ces gens-là. Je peux pas croire. Pourquoi avoir une conscience quand je peux avoir un yakut? C'est ça, les banques suisses, ils ont pas de conscience, ils ont du Nazi Gold. Ouais. J'avoue que moi, Hey, ça, c'est une grosse affirmation, là. Voir que tu me shamais pour mon affirmation de Justin Trudeau tantôt, puis tu viens de dire ça. Voir... Hey, tout le monde est shade aujourd'hui, de shade! Une maudite chance parce qu'il fait 2 millions de degrés, fait que c'est tant mieux que vous ameniez de shade, mesdames. On a Amenez besoin de shade, amenez de shade! Oh, ça fait Un du peu bien, de shade, c'est ça. de temps en temps. Un peu de shade dans Un ton peu de café. shade dans ton café. Je peux pas croire pour vrai, mais c'est ça. Moi, j'ai une conscience, mais j'ai pas de yakata, fait que je comprends ton argument. Voilà, c'est un ou c'est C'est l'autre. ça, ok, faut choisir. C'est comme Jeff Bezos. Il a choisi les yakuts. Jeffrey Il a choisi la fusée. Bezos. Oui, c'est ça. Mais encore une fois, la défense, elle va insister sur l'ignorance de Flaïf concernant la provenance de l'argent qu'il déposait pour le compte de Paul Larue. Mais, selon le témoignage de Paul Larue, la chose est fort peu probable. Dans sa déposition, celui-ci déclare que Flaïf le surnommait le poudrier. Comme Séraphin Poudrier. Yeah! Selon Paul Larue, Robert Flaïf lui avait déjà dit en se faisant remettre une belle grosse liasse de billets bruns: « Hey, c'est payant la poudre! Ben oui, En on dort! effet. Hein? C'est, Personne n'a dit le contraire. » Non, personne ne dit le contraire. Si la couronne clôt en déposant les transcriptions des témoignages de l'enquête préliminaire, le procès est loin d'être terminé parce que la défense a encore une coupe de cartes cachées dans ses manches. Nice! Ils annoncent qu'ils comptent argumenter sur l'interprétation des faits et faire valoir des arguments qui pourraient mener à l'acquittement de l'accusé. ben ouais, Big c'est if c'est you- un gros statement. Et là, la plus grosse carte de leur arsenal, leur Ace of Spades, une requête selon laquelle ils attaquent la moralité et la légalité du comportement des enquêteurs de la GRC. Selon eux, les transactions que cette dernière a menées avec Larue sont inacceptables. Oui. Et selon Claude Giroir, il s'agit du pire cas de corruption d'un témoin délateur qu'il ait jamais vu. Quand même. Ah! Ben c'est des Ben, grosses je veux accusations, dire, là. ouais, Et Bruno Pateras, lui, qui se laisse pas faire, il va répliquer: « C'est le pire exemple d'interprétation fantaisiste d'un dossier qui m'ait jamais été donné de voir. » Fait que lui aussi, il avait bring the shade Il y avait beaucoup de shade cette journée-là. dans le procès. Ouais. Shade, shade, shade. Ça l'arrêtait pas. C'était plus un procès, il faisait juste C'est se ça. read. C'est juste un... C'est juste... Tout habillé, C'est écœuré, les uns c'est les tout en drag queen, là, pis ils font juste comme... Ils mettent leurs lunettes, là, « The library is open », pis... S'il y a des auditoristes qui sont des drag queens ou des drag kings qui nous écoutent, n'hésitez pas à adapter un des oui. cas qu'on vous raconte en version drag queen king. On vous le donne, faites-le, ça va être Puis malade. invitez-nous parce que je veux voir ça. Mais ça, surtout l'affaire Norbourg, me semble que ça Oh serait mon vraiment Dieu. pas pire, pas pire. J'aimerais ça un musical de Drag Queen King sur l'affaire Norbourg. Ça serait malade. Joué chez Mado. Écoute, moi pis Audrey, on se proposerait pour écrire des chansons. Là, on a déjà commencé ça en secret, tu sais, fait que Ouais. le matériel est là si vous le voulez, là. Et là, Noël 1998 avance à grands pas. Et le juge Boisvert, il rejette les arguments de la défense et suspend l'audience pour le temps des fêtes. Joyeux Noël, tout le monde! Bonne dinde, bons attaquants! Bonne année, grande Allez, année. relaxez chez vous. Ah ouais. Pareillement, grande dame. Mais là, une fois de retour en cours, Flaïf fait savoir qu'il ne témoignera pas. Mais là... Alors, on peut passer au plaidoyer. Ah! Bon, ben parfait. C'est simple de même. Alors, strap up tout le monde, c'est l'heure des plaidoyers! Air horn. Oui, c'est ça. Puis il y a des streamers sur les compétitions. Psh! Ouais, puis là, ils font des high five à tout le monde. Un gars de Yeah! t-shirt. Il lance des perruques de juge avec le gars de t-shirt. Souvenir! Notre version de la cour est très intéressante. Je sais pas pourquoi c'est pas ça la C'est réalité. vraiment le fun. Le juge, c'est une drag queen qui fait juste te read tout le temps. Puis les jurés, c'est juste comme un comptoir où il y a un piton pour appeler un serveur, puis ils peuvent se commander des trucs tout le long, là, tu sais. Ah, on va prendre un petit yes. gin tonic. C'est comme le cinéplex. C'est le cinéma VIP. Dans son plaidoyer, le maître Claude Giroir soutient que, OK, fine, la couronne a prouvé que Robert Flaïf a déposé à la banque plus d'1 million de dollars pour la rue. OK, whatever, it's your prerogative.
Mais par contre, elle n'a pas prouvé hors de tout doute raisonnable que l'accusé savait que cet argent provenait du trafic de cocaïne. Ben, la défense de « je suis tweet », ça a toujours été une bonne défense. Ben oui, c'est ça. Écoute, c'est une excellente défense. C'est là. inattaquable, là, parce que les gens sont comme, mais je pense qu'il est trop tweet pour savoir qu'est-ce qu'il faisait. Il fait-tu semblant d'être tweet? Tu vois, ça c'est le doute raisonnable. C'est ça. Ouais. Ah oui, voilà. C'est on l'a ça, trouvé. c'est comme ça que Voilà. ça sonne, un doute C'est ça que ça raisonnable. veut dire, le doute raisonnable, c'est ça. Puis là, probablement écœuré du niaisage de son collègue, maître Bruno Pateras, qui avait d'autres choses à faire ce jour-là, a rétorqué qu'on reçoit pas près de 2 millions de dollars en argent liquide de la part d'un dude un peu sauce comme Paul Larue, sans poser 3-4 Ouais, questions. c'est ça, là. Puis je Ouais, c'est ça. pense que je penche du côté de Monsieur Pateras. Là. Ça Je suis sonne d'accord comme le avec- gros bon sens, là. On appelle ça le Monsieur gros bon Panthère sens. Rose. Monsieur Panthère Rose. Il y a un drôle de nom. 2 semaines plus tard, le verdict tombe. Mesdames, vos... Coupable. Ben je veux dire non coupable, c'est comme, on peut comme se battre. 50-50. C'est 4 heures au racavétique, j'attends. Le verdict tombe. Coupable. Ah. 1 point pour Catherine. Bon! Il y a de la justice dans ce bas monde! Robert Flaïf est reconnu coupable d'avoir blanchi près de 2 millions de dollars pour le compte de son ex-client, Paul Larue. À ce moment, Flaïf juge la destitution, en plus d'une sérieuse peine d'emprisonnement, dont la durée demeure encore à débattre. C'est bon, tout ça, c'est très raisonnable. Sur le banc des accusés, Flaïf paraît sonné et sort de la cour accompagné de sa femme sans faire de commentaires à la presse. Madame Flyer. Dans les semaines qui suivent, Maître Giroir, qui était bien accroché après la robe du juge, Ouais. tente de plaider que son client a été suffisamment puni ouais. par l'humiliation qu'il a subie en raison de la couverture médiatique de l'affaire Ah! et par la fin imminente de sa carrière professionnelle, autant à titre d'avocat qu'à titre de juge. Ben oui, laissez-les prendre sa retraite tranquille, hein. Il a juste blanchi Non. de l'argent. Oui, le pauvre Non. petit monsieur, là, il fait pitié. Non! J'ai dit non! C'est du sarcasme, c'est du inquiète-toi pas, Catherine, on est d'accord avec toi. J'ai dit non! C'est moi qui décide! Et là, tentant d'arracher une couple de larmes au juge, Giroir déclare, et je cite, « Et là, allez chercher vos Kleenex, là. Ok, Ça va être vraiment triste. J'ai mon verre pour pleurer dedans, là, puis boire mes larmes plus tard. Alors Giroir dit « J'aurais pu faire témoigner Madame Flaïf pour qu'elle décrive la honte, le désespoir qu'ils partagent tous deux, ou les larmes versées par leur fille de 10, 7 et 5 ans. Elle vous dirait à quel point leur vie n'en est plus une. Mais je ne voulais pas que ce témoignage devienne de la chair à canon médiatique. Tout ce qui est encore intact dans la vie du juge Flaïf, c'est cette petite unité familiale. Le reste, le battage médiatique s'en est chargé. Une chance qu'il n'y avait pas Twitter dans ce temps-là, il aurait pas trouvé ça drôle. Tabarnouche! Une fois l'orchestre de violon sorti de la cour, Maître Bruno Pateras, qui est vraiment fed up, là, il y a d'autres Mais choses oui. à faire, déclare que Flaïf a trahi sa mission d'avocat, soit celle de faire respecter la loi. Il reconnaît cependant que les risques de récidive sont pratiquement nuls et que les conséquences personnelles qu'a subi le coupable sont quand même assez lourdes. Oui. Mais je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi les risques de récidive seraient pratiquement nuls? Il y a rien qui le prouve qu'il va pas réaccepter des pots de vin, là. Il y a rien qui l'empêcherait de faire ce genre de blanchiment d'argent-là une autre fois. Il y a déjà des contacts pour. Ou de littéralement juste prendre des pots de vin, là. Je veux dire, il est Ben, à la c'est Cour ça, là. suprême du Québec. Mais avec tout ça, il était encore à la Cour suprême. Ça s'en Ah, vient. ok. Genre, ben non, ça se peut pas. Mais là, il était en congé maladie prolongée. Ah oui. Il était triste. Regarde mes beaux petits doigts comme ça, là. Oh, que j'haïs les politicailleries, le tabarnouche. Quand même, à cause de la gravité du crime et de la responsabilité de l'accusé, Pateras va demander à ce qu'on lui inflige une peine de prison. Peine de mort. Pendu! Peine de mort! On va rétablir la peine de mort juste pour C'est à lui. 9h30, le 26 février 1999, que Robert Flaïf reçoit une sentence exemplaire de 3 ans de réclusion criminelle. Pourquoi tu te fais toujours pogner les nerfs? Est-ce que c'est parce que je suis trop invested dans les cas que tu racontes? Ou c'est juste parce que c'est des cas frustrants? Ouais, moi, je suis contente que tu aies invested dans mes cas, ça me fait vraiment plaisir.
C'est tellement frustrant! Et là, cependant, son avocat va parvenir à obtenir à la cour d'appel sa libération sous condition au cours des procédures. Ah, c'est certain. Pauvre petit monsieur, il a donc bien souffert, hein? Mais là, je vais citer Daniel Proulx parce que maudit qu'il a une belle plume, notre Daniel. Il faudra boire le calice jusqu'à la lie. Nice! La destitution de Flaïf n'est qu'une question de temps. En avril 1999, celui-ci remet finalement sa démission à la ministre de la Justice de l'époque, Anne McLellan. Ben, j'espère. Ça me semble que c'est la moindre des choses. Mais le fait intéressant à savoir au sujet de la destitution d'un juge. Oui. On ne peut pas destituer un juge sans la recommandation du conseil. Du conseil de quoi? Des juges. Le conseil des juges? Ils vont se mettre ensemble et ils vont décider si t'es kick-out. Si tu peux rester dans l'équipe ou si Oh tu non, t'en j'ai vas. un mauvais feeling, là. Non, il a remis sa démission. Ouais, mais ils peuvent pas... Ils sont pas obligés d'accepter sa démission? Non, mais il y a... Non, mais c'est parce qu'il y a deux procédures. Tu peux soit mettre quelqu'un dehors ou forcer quelqu'un à donner sa démission. Si tu veux mettre quelqu'un dehors, faut que tout le monde soit d'accord. Mais si tu le forces, comme avec du shame à donner sa démission, t'as pas besoin d'avoir l'accord. C'est lui qui s'en va. Shame. Walk of shame. Parce qu'on aime ça inclure des fun facts à un peu de crime dans ton café. En date d'aujourd'hui, il n'y a aucun juge qui a été destitué. Parce que la majorité remettent leur démission au lieu d'attendre l'aboutissement du processus. Parce qu'on a assez de shame au Canada pour s'en aller. Ouais, parce que on a assez de shame, on s'excuse puis on s'en va. Mais je veux dire, Richard Nixon, il a fait ça lui aussi, puis tout le monde le sait qu'il était coupable. Non, il a dit « I am not a crook. I am not a crook. » En faisant des peace signs, c'est ouais. ça? I shall resign. Mais t'es clairement coupable, puis dans le fond, c'est comme si la chose un peu classique à faire, parce que quand tu remets ta démission après, tu pars plus vite puis on arrête de te verser ton salaire. Non, je voudrais juste dire là, que la chose classique à faire, c'est de ne pas commettre de fraude. Mais là, Catherine, je te demanderais de get off my back. Je trouve que tu mets la barre pas mal haute. Mais là, Catherine, on parlerait de quoi ici, là? On parlerait juste du FLQ, OK? C'est ça? T'aimerais ça, hein, qu'on parle juste du FLQ tout le temps, hein? Je suis rendue FLQ pilled, OK? Notre pays, notre fromage. Mais là, Catherine, je vais encore te faire pogner les nerfs. Parce que même s'il était en congé maladie prolongé, ou nudge nudge, wink wink, pendant son procès, ben Robert Flaïf, il continuait de toucher son salaire annuel de juge de 175 800 $. Ah, mais là c'est le temps que je mets mon petit chapeau surprise. Comme je suis étonnée. Et ce, même s'il n'avait même pas le droit de siéger à la Cour du Québec. Et autre fait intéressant, parce que why not, je vous en donne plein. À ce jour, il n'y a aucun juge de la Cour du Québec qui a été destitué. En 2019, on avait entamé des procédures de destitution contre le juge Peter Bradley, après que celui-ci ait refusé d'entendre la cause de 2 voisins concernant l'emplacement d'une clôture. Il est juste comme c'est du niaisage, je veux pas écouter ça, laissez-moi tranquille. Parce que il avait conseillé au parti de tout simplement s'asseoir puis discuter. Comme ça devrait être le cas, le pauvre. Mais moi, je suis quand même d'accord avec le juge Bradley, parce que je veux dire, je veux pas que mes taxes servent à ça, là. Je veux dire, asseyez-vous puis parlez-vous sacrément. Ouais. Vous êtes des adultes. Et cette année, le juge Michel Giroir a également préféré remettre sa démission lorsqu'il a fait face à des procédures pour destitution après qu'il ait révélé que celui-ci s'était procuré de la cocaïne en 2010 pendant qu'il était avocat criminaliste en Abitibi. Il y a rien qui m'étonne moins que ça, là. La coke et l'Abitibi, c'est comme des meilleurs amis. Et là, accrochez-vous, mesdames, parce que l'affaire, elle avait été captée sur vidéo. Parce que c'était pendant un interrogatoire filmé qu'on les voit se faire une poignée de main. Oh, wow! Ah, ça, c'est tout un scandale. Judge Lit? Judge Lit? Ah, j'ai oublié de vous dire que le juge clôture, le comité avait entamé les procédures de destitution, mais finalement, ils ont laissé faire. Et ils ont dit de juste pas recommencer. Ah! Mais c'est pas un motif de destitution, je comprends pas comment ça marche. On paye ça avec nos taxes, nous autres? Mais c'est qu'un juge peut pas refuser d'entendre une cause. C'est pas toi qui choisis, puis lui, il trouvait juste pas ça utile, fait qu'il était comme non, comme ben oui, get off my lawn, j'ai d'autres choses à faire. Mais on y a dit... Keep off the grass, ben oui. Get off my lawn, c'est ma clôture. C'est ça les Grecs anciens, ils diraient coupe la clôture en deux. Plus je t'écoute, plus je sens que je me radicalise, là, parce que maudit que je suis pas contente que nos taxes payent ça, ce monde-là. Mais là, on va revenir au juge Flaïf. 14 mois après sa condamnation,
le juge Plaif comparaît devant la Cour d'appel du Québec. Hum. Selon son avocat, Maître Claude Giroir, ce cher Claude Giroir, depuis sa condamnation, Plaif, qui en est réduit à devoir travailler comme concierge ou paysagiste. Oh non! Oh, pauvre lui, c'est épouvantable! Pauvre, lui, c'est ça. Il y a tellement de monde qui vivent de ça. Mais moi, je m'excuse, mais être paysagiste, comme t'es dehors, tu plantes des fleurs. Ah, mais non, c'est ça. Je trouve que comme il se plaint Oui, pas mal la absolument. bouche pleine. Il souffre physiquement Oui! et Oh! mentalement. C'est comme l'orchestre de violon, il est revenu. On va rejouer les 4 saisons de Vivaldi. Il est dépressif, entretient des idées suicidaires, Oui. puis là, il souffre d'arthrite. Oh non! Ça, c'est pas le fun, par exemple. C'est vraiment douloureux. Mais c'est parce que je vois pas le lien entre t'être fait accuser d'avoir fait de la fraude puis fait de l'arthrite. Il veut juste faire Oui, il veut juste faire pitié. Mais, encore une fois, c'est peine perdue. La cour d'appel lui dit « Get off my lawn », la demande est rejetée. Oui, bravo. Le 14 mai 2001, Flaïf est emprisonné à Sainte-Anne-des-Plaines, en banlieue de Montréal. En prison, Flaïf, ce n'est pas un détenu exemplaire. En effet, il a un petit peu peur de croiser des co-détenus qu'il aurait envoyés derrière les barreaux. C'est quand même un ancien juge. Crime organisé. Et avocat. C'est ça. Et Flaïf exprimait de la réticence à effectuer divers travaux manuels, particulièrement dans la cuisine, où est-ce que les détenus manipulent des couteaux et autres objets contondants. Et les accidents, ça arrive vite. Mais oui, mais là, Ah, je coupe ma tomate. t'as Dans juste, ton à, dos. t'as juste à pas être un tout croche, là. Instant Ouais. karma. Aussi, c'est une C'est autre ça. option. Il avait pas pensé à son Non, il y a pas affaire. ça, son affaire. Il y a juste moi qui pense à ça. Au final, Flaïf va servir le 6e de sa peine, mais va avoir beaucoup de mal à réintégrer la vie quotidienne. Il subit toujours le mépris du public et va finalement décéder des suites d'un cancer à l'âge de 60 ans, le 18 décembre 2007, à ma fête. Yeah! Ah, c'est le jour de ta fête. Et c'est ainsi que ça se termine sur ma fête. Ben, je suis très contente de ça, puis je suis totalement scandalisée par le fait qu'après avoir servi un 6e de sa peine, il disait qu'il avait de la misère à réintégrer la vie civile. Hey! Ouais, c'est ça. Comment Mange la chenille, là! Le monde a tellement changé en comme 2 ans. Même pas, il a servi combien de temps au final? Même pas ça? 1 an et demi, quelque chose. Tout Une couple de est mois. différent maintenant dans les... On a des voitures volantes. C'était en quelle année qu'il était... C'était en 99, fait qu'il est sorti comme début 2000. Il a manqué le bug de l'an 2000. C'est ça, il a manqué le bug de l'an 2000, il est en prison. Mais il est en est sorti à sécurité. temps pour le 11 septembre, par exemple. Ah, mon Dieu. Mais merci beaucoup, Audrey, pour cette histoire qui m'a encore une fois fait pogner les nerfs. Je suis vraiment désolée pour mon pognage de Ah, nerfs. c'est correct, j'aime te faire pogner les nerfs. J'imagine que ça fait partie de notre relation. rendu là. Ah! Mais tant que c'est pas moi qui te fais pogner les nerfs autant que les criminels. Merci. Ben ouais, c'est ça. Tu racontes quelque chose qui me frustre, moi je pogne les nerfs. Wow. C'était toute une histoire. Puis oui, ça c'était dans le livre des grands procès du siècle, non? Oui, les grands procès de Daniel Proulx, notre Bible. Oui! Mais j'ai rajouté des articles aussi. Des fois, Daniel Proulx va plus comme straight to the point, puis moi, Ouais. je vais chercher des articles pour un petit peu rajouter. Par exemple, toute l'histoire du deal de drogue au début, ce n'est pas dans le livre. En fait, c'est que je suis carrément tombée sur les papiers du DEA. Ils sont disponibles sur Internet et ils décrivaient l'opération Oh, en ouais. détail. Oh mon Dieu, c'est fascinant! Ben, je comprends vraiment que c'était un des procès du siècle de Daniel Proulx parce que, honnêtement, c'était toute une histoire de procès quand même. Je veux dire, il faut s'y attendre, là, quand on est en train de poursuivre en justice quelqu'un qui est un criminaliste, il connaît la loi, là. Il connaît les loopholes. C'est ça, puis il va connaître toutes les procédures que tu peux invoquer pour faire ralentir le procès, puis ouais. C'était toute une histoire, mon Dieu. Merci beaucoup, Audrey. Mais ça m'a fait plaisir. Alors, merci beaucoup, tout le monde, de vous être joints à nous pour cette histoire où personne n'avait de dynamite. Et donc, si vous avez des commentaires, comme d'habitude, vous pouvez nous écrire unpeudcrime@gmail.com. Sinon, on vous invite à nous suivre sur Facebook, @unpeudcrime, et sur Instagram, @unpeudcrime, dans ton café, où nous diffusons les nouvelles concernant le podcast. Alors, on vous invite, c'est ça, à nous contacter si vous avez des commentaires, si vous avez des suggestions de cas, même si on en a déjà plusieurs dans notre banque de données. On est toujours très contente d'avoir de nouveaux nouvelles. Et sinon, ben, si vous ne vous intéressez pas à District 31 comme bien des gens, c'est triste pour vous. Écoutez, Vous savez pas ce que on vous va se manquez. séparer tout de suite. Vous savez pas ce que vous manquez. Et nous allons enchaîner avec notre chronique des 2 minutes de Babine, où on va vous raconter une histoire de District 31. Ah, et n'oubliez pas de nous donner une note sur Facebook ou sur Apple Podcasts pour qu'on puisse avoir un rating et être recommandé aux gens qui aiment écouter des podcasts et pour faire grandir
la communauté, un peu de crime dans ton café. Pour devenir encore plus gros que le Joe Rogan Experience. We're coming for you, Mr. Joe. On arrive, on s'en You vient. better watch out, you better watch out, you better watch out. You better watch out, you better watch out. Un jour, on va aller à Juste pour rire. C'est certain, c'est écrit dans le ciel et ça nous prend vos évaluations précieuses pour s'y rendre. Donc oui, donc merci beaucoup. Et c'est ça, donc nous allons maintenant passer à notre chronique des 2 minutes de babine. Et pour les autres, on vous dit au revoir. Bye bye. Bye. Bye, là. Bye bye! 2 minutes de babine. Ok, partner. Ah ouais, je t'écoute, mon chum. Là, j'ai une affaire à te conter. Oh my god. Attends, ça me prend ma belle tasse SPGM. Let's go. C'est vrai. Yes, sir. Moi, ça me prend mon petit veston de Simons. Yes, sir. Fait que là, j'ai une histoire qui inclut les gangs de rue, Oh my god. les guidounes, Oh my god. pis des policiers tweets. Oh, ça, il y en a beaucoup. Ça, il y en a beaucoup. L'histoire commence avec Miss Barbecue. Oh, Miss Barbecue, moi, je suis Miss Ratchet. Je sais, moi, je suis Miss Ranch. On l'a déjà déterminé. Fait que Miss Barbecue se présente au 31 pour parler à Poupou. Puis elle dit, Poupou, là, ça a pas d'allure. OK? J'essaie de faire une honnête femme de moi-même, puis j'ai quitté les cercles de prostitution des gangs de rue, puis je veux me partir à mon compte. Dans la prostitution honnête, à mon compte, pas de pimp. Mais là, moi et puis mes 3 amis, on s'est loué un loyer ensemble, puis on n'arrête pas de recevoir des menaces des gangs de rue. Oh non. Là. Poupou va aller défendre les travailleuses du sexe. Ben, c'est parce qu'ils voudraient, sauf que les travailleuses du sexe sont pas capables de dire c'est qui leur fait des menaces. Ah. Fait que Poupou il est comme, ben, tu me reviendras quand t'auras de la vraie information. C'est pas très pratique. Là, les filles, c'est Miss Barbecue et son amie Virginie Francoeur, puis 2 autres filles qui ont l'air un peu tweet. Virginie Francoeur, qui est mon personnage préféré. Virginie Francoeur, elle a pas la langue dans sa Oh, poche non. et elle a la grosse chic de gomme à toutes les fois qu'elle parle. Yes. Puis là, les 4 filles reçoivent la visite de Léopold Jean. Léopold Jean, c'est le chef du gang de rue. Puis là, il vient les voir, puis leur dit, les filles, là, je comprends ce que vous faites, là, sauf que là, vous êtes en train de nous enlever des clients. Parce que vous êtes sur notre territoire, là. Puis là, vous Sur faites de la notre prostitution, mais vous voulez plus travailler pour moi. Fait que là, vous nous enlevez des clients. Fait que là, moi, je vais juste vous demander une commission. Puis vous avez le droit de continuer à faire ce que vous voulez. Mais il leur demande 4000 Mais piastres voyons donc. par semaine. Je trouve qu'il exagère un petit peu. Ça va être sa cote. Ça en fait du dit, là. Ce à quoi j'ai dû faire pause puis essayer de calculer dans ma tête, mais j'ai aucune idée c'est quoi les tarifs des prostituées, fait qu'en même temps, je pouvais pas le déterminer. Mais en tout cas, fait qu'il y a 4000 piastres par semaine, mais ils sont 4 en même temps. Mais pareil, là. Tu sais? Par En semaine. tout cas, C'est beaucoup. C'est 12 Ouais, 000 ouais. Des par fois, la mois. business, ça peut être un peu lente. tu sais. Non, c'est 16 000 par mois. ouais, c'est beaucoup. C'est peut-être 4000 piastres par mois. Dans tous les cas, c'était 4000 quelque chose. Fait que là, il repart, puis là, les filles sont comme, ça a pas d'allure, puis là, Virginie Francoeur, elle marche la gomme. Puis là, ils se disent, on peut pas accepter ça, on va pas se laisser runner de même. Fait que là, quand Léopold Jean, il revient, ils disent, on va faire un deal avec toi, on va pas te donner 4000, on va t'en donner 2. Puis il est comme, non, c'est pas ça que je vous ai demandé. Puis en passant, je suis le king de la gang de rue très sérieuse et j'ai un gun sur moi. Et là, il prend une des filles au cou. Oh my god! Fait que là, il y en a une autre qui capote puis a le poignard dans le dos. Surprise! Surprise poignard. Puis là, il meurt. Oh non! Mon Dieu, vite de même. Vite de même! Parce que c'est comme ça que t'arrives les émissions. Ok. Tu te fais poignarder une fois dans le dos pis t'es mort. Fait que là, les 4 filles ont un cadavre dans leur salon pis sont comme... Oups! Ah, qu'est-ce qu'on fait? 4 filles et un cadavre. Oh non! Fait que là, ils mettent... La comédie de l'été. C'est comme 3 hommes et un couffin dans un sac de couchage. Puis ils le mettent dans un char. Puis là, Miss Barbecue va rester à l'appartement pour tout nettoyer. Virginie Francoeur va emmener les 2 autres en quelque part, puis ils vont domper son corps, tu sais. Puis là, ils prennent toutes ses affaires. Puis là, bon, là, ils s'en vont pour domper son corps. Puis là, pendant qu'ils sont partis, Miss Barbecue, elle réalise que elle a encore son téléphone à Léopold Jean chez eux. Oh non! Fait que là, elle le met dans l'eau, tu sais, pour le scraper, là. Puis là, quand ils reviennent, ils réalisent que, dans le fond, ils avaient peut-être pas pensé à tout, parce qu'ils ont pris toutes ses affaires, puis ils l'enterraient avec lui, mais ils ont pas compris qu'il y avait son char parké l'autre bord de la Oh, rue. oups. Hey, ça va pas bien. A comedy of errors. Ça va vraiment pas bien! Ça va Fait que pas là, bien. là, les policiers du 31 apprennent que Léopold Jean a disparu. Son char, tu sais, ils vont retracer son cellulaire. Son cellulaire était à l'appartement des filles, son char est de l'autre bord de la rue.
Fait que là, Poupou, il va voir, Poupou et Bruno Gagné et Jean-Loup, ils s'en vont voir les filles, pis ils sont comme, ben là, Guys. est-ce que vous l'avez vu? Pis ils sont comme, non, on l'a pas vu, on sait pas héros, il a pas parlé depuis longtemps, on avait des très bonnes relations avec lui. Puis là, Poupou, il fait son fameux sourire de « Je sais que tu nous démenterais. » C'est ça, pis comprenez-moi pas pour un con, là, vous êtes venu il y a une couple de jours pour me dire que vous receviez des menaces, pis là, tout à coup, le gars, il meurt, tu sais, c'est un petit peu louche, là. Fait que là, ce qu'elles font, les filles, c'est que elles sont pas si tweets que ça, dans le fond. Elles convoquent le bras droit de Léopold Jean pour lui dire que il était venu les voir chez eux. Puis quand il est sorti de l'appartement, il s'est fait saisir par 2 policiers en civil. Oh! Oh! Puis c'est à cause de ça qu'il est disparu. Puis là, la rumeur se propage, puis ça apaise toute la communauté. Puis là, tout à coup, le crime organisé, il pense que la police est responsable du kidnapping de Léopold Jean, qui a jamais été retrouvé, là encore. Ah ah! Ça a détourné les soupçons! C'est un plan fantastique! Fait que les 102 se sont fait des high-fives. Ah! Bon Ils ont mot, mis bon une cible mot. sur mon Poupou! Exactement, puis ils ont mis une petite passe rose gold, là, puis on mange la gomme, puis t'es comme « Ah, on est correct! » Puis là, jusqu'à On est date, plus forte que la police! on est plus forte que la police! Puis là, jusqu'à date, c'est ici que ça s'est terminé l'histoire, là. Ça finit de même. Voilà. Fait que c'est ça l'histoire que je voulais te conter, mon chum. Oh my god! Ça n'en a pas pris beaucoup pour dérouter tout le monde, là. Ben non, hein? Mais là, ça veut dire que Léopold Jean, il est juste caché en quelque part dans un trou. Dans son sac de couchage. Oh, il fait dodo! Dont il ne ressortira Dernière fois, jamais. il était pas mort. Il sort de son sleeping bag. Oh, ce serait écœurant. Je vais vous dire ça quand je vais avoir fini la saison 2, là. Peut-être que c'est ça qui va arriver, là. Parce que ça, c'est dans Oh. saison 1. Puis là, peut-être Oh. que dans saison 2, il va faire un comeback. Léopold Jean is back! On sait jamais, faut jamais s'attendre à ce que le monde soit vraiment mort dans District 31, tu sais. Nope! Non. Fait que c'est ça que je voulais te conter, mon chum. C'était malade. Écoute, C'était plein de... Wow! je sais. Ça vous donne des trucs si vous voulez vous débarrasser d'un cadavre, là, puis, tu sais, détourner les soupçons. Voilà. Devenir le roi des Sixers. Les Des Sixers. Des Sixers. Snickers. On sait pas c'est quoi le vrai nom de ce gang de là. C'est pas grave. Les Snickers, C'est les c'est un Sixers. vrai meilleur nom. Ben, je préfère les Snickers. J'ai faim. Moi, j'aime mieux les Sexters. Les sexters. Ils font juste du sexting. Mhm. En tout cas, c'était vraiment intéressant, mon chum. Merci Ça fait bien plaisir. pour cette histoire. C'est correct. Vraiment très hot. Je vais ôter ma petite passe rose gold, puis mon bustier, puis je vais reprendre ma tasse du SPGM, là. Yes, sir, Ouais. parce qu'il y a un suspect qui nous attend là, dans la salle d'interro, puis Faut qu'on y il aille. nous attend. Faut qu'on y aille. Sinon, Chiasson, il va nous galer après. Ah non! ouais. 10-4 partner. 14, mon chum. À la semaine prochaine. Yeah.